de l'utilisation du nettoyage. Là, à ce moment, on corrige les erreurs, on cherche les valeurs manquantes, on change les formats si besoin, on structure les données pour les rendre beaucoup plus analysables. Donc, c'est l'étape, je dirais, en quelque sorte, qui garantit la fiabilité des autres étapes qui suivent. Donc, l'étape qui suit en même temps, c'est la modélisation des données. La modélisation des données. Donc, si nos données viennent de plusieurs tables, c'est comme il faut les relier entre elles. Donc, cela voudrait dire qu'on établit les relations entre ces tables et c'est important pour nous de relier cela pour faire des analyses beaucoup plus croisées. Donc, c'est aussi ici, à ce niveau, au niveau de la modélisation des données, qu'on crée nos calculs, qu'on fait les modélisations avec le langage DAX, qui est un langage utilisé beaucoup plus dans Power BI. Maintenant, après la modélisation, il faut passer à la visualisation de nos données. La visualisation, une fois que les données sont propres, liées et enrichies de nos calculs, de nos mesures qu'on aurait créées à l'étape de la modélisation, on passe maintenant à la construction du rapport. On choisit les bons graphiques, les tableaux, les cartes pour présenter nos indicateurs, mais à ce niveau de manière claire et on les rend interactifs pour que l'utilisateur puisse les filtrer lui-même. Donc, pour qu'il n'ait pas de difficultés à comprendre et à prendre des décisions. Maintenant, la dernière étape, c'est le partage du rapport. Le travail de l'analyste que je suis et que nous sommes n'est utile, je dirais, que s'il est partagé. Donc, cela veut dire que Power BI permet de publier ses rapports de manière sécurisée en ligne. Et là, c'est la composante Power BI Service qui le permet pour que les équipes, la direction, les partenaires puissent accéder et puissent les exploiter dans la suite de leurs travaux. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire sur cette diapositive. Maintenant, quel est le lien qu'on peut faire de Power BI et nos projets de développement? Donc, c'est de comprendre pourquoi ce flux est adapté à des projets de développement. Parce que je me dis que Power BI gère nativement la diversité des sources que nous utilisons. Ça peut être des exports d'enquêtes comme Kobo, ça peut être des fichiers Excel de suivi du budget, par exemple. Sa capacité de nettoyage aussi avec Power Query est une bénédiction, sincèrement, face aux réalités de terrain. On peut créer des KPIs dynamiques pertinents pour suivre l'impact ou sur l'avancée de nos projets, par exemple le nombre de bénéficiaires homme par homme, femme par femme, le taux d'achèvement. Il y a aussi la cartographie qui est intégrée, qui nous permet de visualiser nos zones d'intervention aussi. Power BI est plus indiqué sincèrement, de mon point de vue, pour gérer les volumes de données qui sont d'ailleurs importants pour nos projets, qu'ils soient multisectoriels ou sur de longues périodes. Donc, le partage également, l'aspect du partage de l'application, c'est ça qui simplifie également aussi le processus de rapportage en tant que chargé de l'analyse, en tant que chargé de suivi et évaluation. Donc, c'est un peu ce que j'avais voulu présenter. Maintenant, pour le cas pratique que nous verrons aujourd'hui, le cas pratique, ça porte sur un projet de renforcement de capacité des agents d'une organisation locale. Donc, c'est un peu ça, nous allons réaliser une démonstration basée sur un cas pratique. Donc, imaginez que vous venez d'être embauché comme data analyst, un chargé de suivi et évaluation dans une organisation humanitaire. La direction exécutive est très axée sur le développement des compétences. Et cette direction a fait la formation une priorité. Donc, cela suppose qu'il se pose certaines questions, des questions très réalistes pour l'organisation. Est-ce que nos employés sont suffisamment formés chaque année? Est-ce que les formateurs externes sont-ils efficaces? Combien nous coûte vraiment la formation par agent? Où va notre budget de formation? Donc, notre mission en tant que data analyst, c'est clair. Donc, c'est de construire dans Power BI un rapport qui répondra à ces questions et aidera plutôt la direction de prendre des décisions pour optimiser ce processus de renforcement de capacité de ces agents qui sont sur des différents projets. Donc, les indicateurs que nous allons calculer aujourd'hui, nous aurons calculé le nombre de participants, le coût de formation, le temps de formation, le nombre de formations réalisées, le nombre d'employés formés, le nombre total d'employés, le coût total de formation
l'investissement moyen en formation, le pourcentage des employés formés. Donc, on aura à calculer ces indicateurs si le temps nous le permet, mais également aussi, il faut mentionner que on peut aller au-delà. Donc, on verra bien compte tenu de la disponibilité du temps qu'on aura. Vraiment, c'est ce que j'avais prévu pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci Abdel, merci à toi. Donc, comme on a prévu, on va continuer rapidement sur la partie pratique et gagner le maximum de minutes. On a beaucoup à partager avec vous. Donc, Abdel, merci de continuer avec la partie pratique. D'accord. Merci pour la parole. Donc, pour la partie pratique, je vais j'ouvre mon Power BI, mon application, mon logiciel Power BI. J'espère que tout le monde a accès à mon écran. OK. Donc, je suis actuellement dans Power BI. Donc, pour répondre à la question de la direction exécutive. Donc, nous allons collecter les données sur la liste des différentes formations, l'évaluation qui a été faite à la suite des formations, les données sur les formations, les employés qui ont suivi la formation et puis les employés de l'organisation en question. Il y a aussi les différents types de formations que les employés ont suivies, que ce soit la formation interne ou la formation à l'extérieur du pays, mais également aussi, nous aurons à faire des analyses comme ça sur cette base-là. Maintenant, une fois qu'on ouvre notre application Power BI, voici comment les choses se présentent. Nous sommes là pour un nouveau rapport. Là, nous allons cliquer sur le rapport vierge. Donc, une fois qu'on rentre, qu'on ouvre sur, on clique là-dessus, nous avons l'espace Power BI qui se présente. Donc, ici, notre zone de travail, c'est la vue rapport, cette partie-là. C'est c'est notre espace de création. Le canevas, il est blanc. C'est ici que nous allons construire notre tableau de bord en disposant de nos visualisations, les graphiques, nos tableaux. Maintenant, il y a l'onglet ruban. Ça là, c'est l'onglet ruban qui est en haut ici. C'est un ensemble d'outils organisés et cet onglet est important pour nous, sincèrement. Ça nous permet de nous connecter à nos données et d'accéder à Power Query ici à travers l'onglet transformation de données. Donc, il y a aussi l'onglet modélisation aussi qui est là pour lier nos tables et créer des mesures d'axe. Donc, les autres onglets nous aident aussi pour l'affichage ou l'insertion d'autres éléments nécessaires. Donc, nous avons également les volets sur le côté droit ici. Les volets sur le côté droit. Donc, nous avons le volet filtre ici qui nous permet d'appliquer les filtres de sélection à nos données. Nous avons le volet visualisation qui nous montre les différents types de graphiques que nous pouvons choisir et nous permet de configurer comment nos données seront représentées dans chaque visuel sélectionné. Maintenant, nous avons le volet données ici, cette partie. Ce volet est très capital, important pour nous. Donc, c'est ce volet qui liste toutes les tables et colonnes que nous avons importées depuis Power Query ou depuis les différentes sources de données. C'est là que nous glissons nos champs vers les visuels que nous utilisons dans nos calculs. Donc, les vues d'en bas ici, donc c'est les trois icônes qui nous font naviguer entre les phases clés, la vue rapport, la vue table. Maintenant, si nous revenons au niveau de cette partie, nous avons la vue rapport à ce niveau, là où nous sommes à ce niveau que nous allons construire notre rapport de calcul de nos indicateurs. Nous avons la vue table à ce niveau qui nous permet de voir nos données sous forme d'écrit pour vérifier le travail de nettoyage de la transformation qui peut être faite. Nous avons aussi la vue modèle à ce niveau. C'est à ce niveau que nous allons visualiser les relations entre les tables et c'est là que nous structurons notre modèle de données pour que nos analyses croisées fonctionnent vraiment correctement. Donc, je ne vais pas trop prendre le temps, je vais passer directement au cas pratique. La première étape, nous allons importer nos données. Donc, pour importer les données dans Power BI, nous allons obtenir les données. Donc, il faut aussi préciser que nos données, nous avons plusieurs types de sources de données. Donc, nous allons importer d'abord les données sous format texte. Donc, on clique ici, format texte, et nous allons importer nos données. Donc, webinaire, data,
sous format la liste formation. Ça, c'est la première. S'il vous plaît, il y a une... Quelqu'un a ouvert son micro. Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Monsieur Job. Monsieur Donc, Job ici, Adambo Eke, veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. donc C'est bon. pour l'importation des données, donc ici, nous avons la liste de formation. Donc, nous allons, une fois qu'on clique là-dessus, nous avons la possibilité de charger directement ces données dans Power BI, soit passer à la transformation via Power Query. Donc, actuellement, nous allons passer à la transformation dans Power Query pour qu'on puisse retravailler sur ces fichiers-là. Donc là, on revient dans Power Query. Donc ça, c'est la première requête. Au niveau de Power Query, on parle de la requête et au niveau de Power BI, nous parlons de tables. Donc, ce sont les requêtes qui deviennent des tables au niveau de Power BI. Donc, ici, nous avons notre première requête sur la liste de formation. Nous allons importer d'autres sources et pour le faire au niveau de Power Query, nous allons cliquer sur Nouvelle source et toujours les sources de données format CSV, formation interne. Allô? Il paraît Oui. que l'écran, tout le monde ne voit plus l'écran. C'est un cas isolé ou c'est vraiment général? Moi, j'ai encore l'écran. Sinon, je pense que tout mon écran est partagé. C'est visible. Bien sûr, bien sûr. OK. Ok, d'accord, c'est bon. On peut continuer. Donc, nous allons importer nous avons importé les fichiers texte, les fichiers sous format CSV. Nous allons poursuivre avec l'importation des fichiers sous format Excel, la liste des employés ici à ce niveau. Nous allons importer ces fichiers. Donc, nous allons laisser charger un peu. Nous cliquons sur employés pour voir déjà la liste des employés qui ont bénéficié de cette formation. Donc, nous revenons également aussi importer l'ensemble des fichiers sous format Excel. C'est ce que nous allons faire. Évaluation, formation. Donc, l'autre fichier Excel, c'est formation externe. Maintenant, il nous reste un fichier sous format PDF aussi qu'il faut importer. Donc, pour ce faire, nous cliquons sur Nouvelle source. Ici, à première vue, nous n'avons pas un fichier PDF à importer. Donc, nous allons cliquer sur plus. Et quand on clique sur plus, nous aurons la partie fichier et on sélectionne fichier PDF et on se connecte pour importer les données de format PDF. Maintenant, je pense que nous avons trois fichiers, trois tables dans ce dossier. Donc, nous avons table 001 qui donne un aperçu de la liste des formateurs et la table 002 qui donne un aperçu des critères d'évaluation. Maintenant, la page 001 qui donne un aperçu des tables fusionnées. Mais je pense que pour faciliter l'analyse, nous allons importer juste la première et la deuxième table qui sont séparées et qui ont une vue beaucoup plus avancée pour nous permettre de faire nos analyses et nous allons les importer. Là, en ce moment, une fois que c'est fait, nous allons renommer la table 001 ici qui porte beaucoup plus les formateurs. Donc, pour renommer ce fichier, on fait clic droit, on clique sur formateur, on renomme ça par formateur. Et ici, la table 02, ce sont les critères d'évaluation qui ont été, sur la base desquels les évaluations ont été effectuées. Donc, on fait clic droit pour renommer, soit on revient au niveau de la table propriété ici à droite pour renommer critères d'évaluation. D'accord. Maintenant, à ce niveau, je pense que toutes les données sont importées. Maintenant, il faut passer aussi à la transformation, à la préparation de ces données. Nous allons commencer par la requête liste de formation. Donc, si nous prenons la requête liste de formation, d'abord, il faut préciser que quand on vient dans Power BI, Power Query plutôt, il y a des onglets.
l'onglet accueil, où nous avons la possibilité aussi de faire la combinaison de plusieurs tables, d'insérer nos sources de données, d'entrer certaines données et puis d'actualiser l'aperçu. Nous avons aussi la partie transformation où nous pouvons procéder à la transformation de nos données. Nous avons la partie ajouter une colonne où nous avons la possibilité d'effectuer, d'ajouter d'autres colonnes à partir des exemples, d'effectuer l'ajout des colonnes personnalisées et d'autres fonctions personnalisées. Mais également aussi, nous avons la possibilité aussi au niveau de l'ajout des colonnes d'effectuer le calcul de certaines tables, par exemple la table date et consorts. Maintenant, au niveau de l'affichage, nous avons la partie de la barre de formule qui s'affiche. Donc ici, si on coche ou on décoche, je pense que cette page, cette barre de formule n'allait pas s'afficher. Donc, c'est à nous de obtenir tout ça là. Maintenant, lors de la préparation, il est vraiment conseillé de sélectionner au niveau de l'affichage, de la distribution de nos données, le profil de colonne et puis la qualité de nos données, puisque c'est ça qui nous donnera plus de précision sur les colonnes sur lesquelles il faut apporter plus de précision, il faut préparer tout ça là. Donc, une fois que c'est fait, nous allons revenir sur notre fichier liste de formation. Donc, vous convenez avec moi que Power Query n'a pas pu reconnaître l'entête de notre fichier. Ici, nous avons ID formation, non formation. Donc, il n'a pas pu reconnaître cela. Et pour ce faire, nous allons promouvoir les entêtes de notre fichier. Maintenant, pour promouvoir les entêtes de notre fichier, on revient au niveau de la transformation. Soit on peut le faire directement au niveau de cette partie, utiliser la première ligne comme entête, soit au niveau de la transformation, utiliser la première ligne comme entête, et ou bien on fait un clic droit et on utilise la première ligne comme entête. Donc, nous avons les trois possibilités. Ce que nous allons faire rapidement, je vais utiliser la première ligne comme entête ici. Et nous avons nos entêtes qui sont promues, l'ID formation, le nom de formation. Donc, il n'y a pas de transformation majeure à faire sur ce fichier. Nous allons passer au fichier suivant qui est évaluation formation. Si nous revenons au niveau du fichier évaluation formation, voici la configuration, la structuration de ce fichier. Donc, au niveau de l'ID formation, nous remarquons que 85% de nos données sont vides. Au niveau de l'ID participant, l'ensemble. Oui. Bonjour, s'il vous plaît. Si vous pouvez présenter en mode plein écran pour nous permettre de bien visualiser, si c'est possible. Je pense que je suis en mode plein écran. La présentation est bien en mode plein écran, monsieur. Ok. Ah, peut-être le problème à mon niveau. Merci. Ok, je continue. Donc, je suis en train de faire le profilage sur notre base de données, mais nous remarquons que au niveau de l'ID session formation, 85% de nos données sont vides. Et si nous revenons à la base de données, ici, évaluation formation. Donc, nous allons remarquer que dans notre base de données sur l'évaluation formation, cette partie a été fusionnée. Donc, juste, la personne n'a pas voulu répéter les chiffres. Donc, cette partie a été fusionnée de telle sorte que Power Query n'a pas pu reconnaître certaines lignes qui ont été fusionnées. Maintenant, ce que nous allons faire au niveau de Power Query, nous allons essayer de remplir vers le bas. Donc, nous allons cliquer ici, remplir vers le bas pour que les chiffres-là puissent être remplis de façon automatique. Maintenant, ce qu'il faut aussi noter, si nous remarquons bien ce fichier, on voit que les ID session formation se répètent plusieurs fois, ce qui n'est pas logique parce que chaque participant devrait donner ou attribuer une note à chaque formateur. Donc, on est intéressé, nous, dans notre analyse, par les notes moyennes que le formateur a obtenues à l'issue de l'évaluation de chaque participant. Donc, pour ce faire, nous allons regrouper
les ID sessions, nous allons passer au regroupement de ces sessions-là. Donc, nous allons cliquer sur ID session formation. On clique sur regrouper par. Maintenant, arrivé à ce niveau, il y a l'option de base et puis l'option avancée. Nous allons cliquer sur l'option avancée pour nous permettre d'effectuer le calcul de la moyenne, des notes moyennes attribuées à chaque formateur à l'issue de l'évaluation. Donc, la colonne que nous allons sélectionner, c'est l'ID session formation. Maintenant, ici, il y a la nouvelle colonne que nous voulons attribuer, l'opération que nous voulons effectuer, puis la colonne sur laquelle l'opération doit être effectuée. Donc, si je prends la première opération, nous allons mentionner Q3. Le premier critère, ça porte sur Q3. Ce que nous voulons calculer, c'est la moyenne. Et sur quelle colonne? Sur la colonne Q3. Nous allons ajouter l'agrégat aussi pour Q4, où nous calculons la moyenne sur Q4 également. Nous allons le faire sur l'ensemble de nos critères d'évaluation. Q6, Q7, la moyenne, et nous allons choisir Q7. Donc, une fois que c'est fini, nous validons. Donc, une fois qu'on valide, nous voyons qu'actuellement, nous avons les notes moyennes que les participants ont attribuées au formateur. Maintenant, cette configuration, techniquement, ne nous permettra pas de faire des analyses puisque le tableau est présenté sous la dynamique croisée, sous forme de tableau dynamique croisé, ce qui ne nous permet pas d'effectuer des analyses. Donc, là, dans ce cas que nous avons fait, il faut dépivoter les colonnes portant sur les critères d'évaluation. Donc là, dans ce cas, on revient, on sélectionne Q3, Q4, Q5, Q6, les colonnes de ces critères-là jusqu'à Q7 et on fait un clic droit. On vient dépivoter les colonnes. Quand on dépivote les colonnes, nous voyons que chaque critère, il y a une note moyenne qui est attribuée à chaque critère par un participant ici. Donc ici, nous allons renommer attribut par critère et puis valeur par la note. Donc, une fois que c'est fait, je pense que les transformations sur cette partie sont terminées. Nous remarquons que dans notre base de données, nous avons la formation interne, donc qui a la même configuration que la formation externe. Donc, c'est la même configuration, les mêmes données, mais juste que c'est le contenu qui a changé. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous allons essayer de combiner les deux requêtes, la requête formation interne et la requête formation externe, pour qu'on ait une requête unifiée pour les deux données. Maintenant, pour ce faire, nous venons au niveau de la formation interne. Maintenant, bien avant de passer à la fiction de ces deux requêtes, il faut aussi s'assurer de la validité, de la qualité aussi de cette requête-là. Donc, après la vérification, je pense que tout est bon puisque nous avons le profilage qui nous donne 100% des données qui sont valides. Maintenant, quand là-dessus sur formation interne, on revient au niveau de l'onglet accueil pour faire la combinaison. Au niveau, quand on clique sur combiner, nous avons deux options, combiner des requêtes et ajouter des requêtes. Ici, dans notre cas, nous n'allons pas fusionner ça directement, mais nous allons ajouter en tant que nouvelle. Donc, on va ajouter les deux requêtes et on garde les requêtes intermédiaires qui seront la formation interne et la formation externe. Là, on clique sur ajouter en tant que nouvelle requête. Et là, à ce niveau, nous aurons à choisir la formation interne comme la première requête et la formation externe comme la deuxième requête. Et nous validons. Quand on valide, nous avons une requête qui est créée qui regroupe l'ensemble des données de ces deux tables-là. Donc, si nous voyons la formation interne, donc nous avons 6 colonnes de lignes et la formation externe, nous avons 6 colonnes, 84 lignes. Et la requête que nous avons créée tout récemment porte sur 6 colonnes et 102 lignes. Donc, cela veut dire que les deux requêtes ont été fusionnées pour avoir une requête ajoutée 1. Donc, cette requête-là, nous allons la renommer en session de formation. Alors, Abdel, oui. Tu peux rappeler, nous éclairer un peu plus sur ce que c'est qu'une requête? Est-ce que la requête correspond à l'ensemble, aux tables de données que nous avons importées dans Power BI, juste pour éclairer un peu plus sur ce qu'est une requête ici? Donc, ici, une requête, donc c'est le nom qui a changé. Moi, je dirais une requête, c'est une table de données, c'est une base de données que nous avons.
Mais dans Power Query, on parle de requêtes et dans Power BI, nous parlons de tables, puisque nous avons plusieurs, ça provient de plusieurs sources. Et là, il faut les relier entre elles. Donc, c'est ce que je pourrais dire simplement. L'évaluation de formation, c'est une base de données sur l'ensemble des formations effectuées au plan national. L'évaluation de formation externe, c'est une base également de données de l'ensemble des formations effectuées au niveau international. Maintenant, les données ont été présentées sous la même structuration, la même configuration. Donc, pour unifier les analyses, je pense que nous avons la possibilité de fusionner les deux tables tout en spécifiant le type de formation oui, le type de formation. Et ça permettra de voir quelle est la part de la formation interne, tout ça, là, donc les investissements alloués, formation interne, les nombres d'employés formés sur le plan national, tout ça. Là. Donc, ce sont des analyses comme ça qui sont derrière. Et pour ce faire, il est important de fusionner les deux tables. Donc, après la fusion, ces deux tables, donc cela voudrait dire que la formation interne et externe deviennent des tables, des requêtes intermédiaires dans le cas de notre analyse. Donc, il y a une manière aussi de procéder au chargement de ces tables-là dans Power BI. Ce n'est pas toutes ces charges qui seront chargées dans Power BI. Maintenant, après cette partie, nous verrons que nous n'avons pas une idée si certaines lignes correspondent aux formations internes ou pas. Là, dans ce cas, on revient au niveau de la formation interne pour spécifier le type de formation. Là, pour ce faire, nous allons ajouter une colonne personnalisée pour spécifier le type de formation. On va au niveau de la colonne personnalisée et on renomme type de formation ici. Type de formation et nous allons mettre la formation interne et nous validons. Donc, cela veut dire que nous avons le type de formation interne. Maintenant, à côté, nous voyons le coût par personne ici. Donc, je pense qu'il y a un petit espace entre les chiffres là ici, ce qui n'est pas intéressant pour nos analyses. Nous allons profiter également aussi corriger cette partie. Et pour ce faire, nous allons remplacer les données vides là, les espaces vides là par, nous allons, c'est-à-dire corriger ces espaces vides là. Donc, pour ce faire, nous revenons au niveau de l'accueil, au niveau de la transformation et nous cliquons sur remplacer les valeurs. Ici, comme c'est un vide, nous allons faire un clic, ajouter de l'espace et cliquer sur ajouter. Donc, une fois que c'est fait, nous voyons que nous allons corriger les espaces là. Et là, il faut changer le type. Ce n'est pas le type décimal, ce n'est pas le type entier, mais on transforme ça au type numérique. Et là, nous avons nos données qui sont à 100% validées sur cet espace-là. Donc, c'est ce que nous pouvons faire sur la formation interne. On peut également aussi le faire spécifier le type de formation sur la requête formation externe. Et pour ce faire, nous revenons sur la requête formation externe au niveau de ajouter une colonne personnalisée et on remet type de formation. Type de formation, là, ici, ce serait formation externe et on valide. Si nous validons ce niveau, nous avons les types de formation externe également. Tout est bon pour cette partie. Et quand on revient au niveau de la section formation, qui est la résultante de la fusion de ces deux tables, nous verrons qu'à chaque ligne correspond le type de formation. Et là, c'est tout clair, c'est tout bon pour nos analyses. Donc, c'est les différents types de transformations que nous pouvons faire sur les deux requêtes. Maintenant, je pense qu'au niveau de la liste employée, il n'y a pas de souci à ce niveau. Le profilage des données nous révèle le fait que l'ensemble des données sont valides. Donc, nous allons passer à la requête évaluation formation. Nous avons déjà fait cette partie. Maintenant, la requête, c'est critères évaluation. À ce niveau, nous n'avons pas aussi de problème. Toutes les données sont valides. Donc, après l'étape de la préparation des données, il faut passer au chargement des données dans Power BI. Maintenant, ce qu'il faut préciser avant de charger les données dans Power BI, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut faire avant de charger nos données dans Power BI? D'abord, il y a certaines propriétés que nous devons connaître. Si nous revenons au niveau du paramètre d'une requête, on clique sur propriété. Quand on clique sur propriété, nous verrons les deux options d'activation et d'activer le chargement vers Power BI ou inclure dans l'actualisation du rapport. Donc, l'option activer le chargement, c'est une option qui autorise Power Query
à charger la requête dans Power BI. Donc, dans le cadre de notre analyse, je pense que la table, la requête, évaluation, session formation est la résultante de la table formation interne et externe. Donc, cela veut dire que ces deux tables reviennent des tables intermédiaires. Donc, nous n'allons pas les charger dans Power BI. Donc, nous allons faire un clic droit et décocher, activer le chargement dans Power BI pour ces deux options-là, formation externe également. Maintenant, la précision aussi que nous devons apporter, il y a l'autre option de propriété qui porte sur inclure dans l'actualisation du rapport. Donc, cette option nous autorise, cette option autorise Power Query à prendre en compte la requête dans l'actualisation du rapport qu'on aura à créer ultérieurement. Donc, l'information, la précision que j'aimerais apporter, c'est une organisation qui ne met pas à jour la base de données de ses employés et non, de ses formateurs plutôt. Donc, cela veut dire qu'on n'a pas besoin forcément d'inclure ça dans nos rapports parce que la mise à jour est faite sur 3 ans. Ça peut être chaque 3 ans, on fait la mise à jour. Or, nous, notre période d'analyse ici, c'est du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Donc, sur, je dirais, 2 ans. Donc, nous n'avons pas besoin dans nos années dans la préparation de gérer cette partie. Donc, ce que nous allons au niveau de formation, nous allons décocher inclure dans l'actualisation de notre rapport et de nommer répertoire formateur. Répertoire formateur. Donc, une fois que c'est fait, donc pour bien distinguer cette partie, nous allons créer des groupes pour loger les requêtes qui sont actives, les requêtes qui ne sont pas actives. Et pour ce faire, nous allons faire un clic droit. On va nouvelle requête, nouveau paramètre, un nouveau groupe. On clique sur nouveau groupe. Et là, nous allons créer le groupe de requêtes inactives. Requêtes inactives, donc nous avons ici nos 2 requêtes qui sont inactives. Donc, pour ce faire, nous allons déplacer la formation interne au niveau de la partie requête inactive et la formation externe au niveau de la partie requête inactive. En créant cette sous-groupe de requêtes inactives, Power Query crée automatiquement autre requête que celle que nous avons créée, le groupe, que celui que nous avons créé. Nous avons requête inactive ici, le groupe de requêtes inactives et autres requêtes. Donc, c'est après avoir fait ça que nous pouvons revenir au niveau de l'accueil pour fermer et appliquer nos données dans Power BI. Donc, nous allons laisser nos données chargées dans Power BI et là, nous verrons les données qui sont chargées ici. Donc, après l'analyse, nous voyons que ici, ça devient des tables. Donc, au niveau de Power BI, nous parlons des tables. Ce ne sont pas des requêtes. Donc, nous voyons que la table formation interne et externe ne s'affiche plus parce que nous avons la table session formation qui est issue de la fusion de ces deux tables-là. Maintenant, dans l'analyse, automatiquement, ce qu'il faut aussi préciser, nous n'avons pas une table de dates ici et généralement, il est conseillé de créer une table de dates pour la période d'analyse. Donc, pour ce faire, nous avons la possibilité de créer la table de dates dans Power Query. Nous avons également cette possibilité de créer la table de dates dans Power BI aussi. Donc, je vais préférer créer la table de dates dans Power Query. Là, pour ce faire, je reviens au niveau de la transformation des données pour créer. Je clique là-dessus, nouvelle source, requête vide. Maintenant, ici, je vais insérer une formule de date qui va nous permettre de créer la table date sous un langage M. Donc, c'est le langage M que nous allons utiliser pour créer cela. Donc, voici la formule ici. La formule est là. Donc, c'est la liste dates. Nous avons la date de début, et puis la date, l'écart entre les deux périodes d'analyse, c'est-à-dire le nombre de jours entre la date de début et la date de fin de notre période d'analyse, et puis la durée, c'est-à-dire c'est le pas. Nous avons le nombre de jours
le nombre d'heures, le nombre de minutes ou le nombre de secondes. Donc, c'est le langage M là, la formule là, qui nous a permis de créer cette liste-là. Ça, actuellement, c'est une requête qui n'est pas encore transformée vers la table. Donc, une fois pour transformer ça vers la table, il y a l'option vers la table qui se présente là. Nous allons cliquer là-dessus pour transformer cette requête-là en table. Donc, au niveau de Power Query. Là, dans ce cas, c'est notre première colonne qui est créée, notre requête 1. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de renommer la requête 1 là par date. Une fois que c'est fait, nous allons renommer également aussi cette partie date. Ça, c'est les dates. Il faut aussi changer le type format en date. Et une fois que c'est fait, nous allons maintenant calculer le numéro de trimestre, le numéro de mois, le mois et le trimestre. Donc, pour ce faire, je clique là-dessus, je m'en vais au niveau d'ajouter une colonne, je viens au niveau de la date, je sélectionne année. Et nous avons l'année qui est calculée automatiquement. Maintenant, au niveau, pour trouver le numéro de trimestre, je reviens toujours au niveau de la date et je m'en vais au niveau de ajouter une colonne, surtout au niveau de la date. Je prends le niveau qui arrive, c'est le trimestre de l'année. Donc, je vais renommer le trimestre ici par le numéro trimestre. Par le numéro trimestre. D'abord, les numéros de trimestre qui sont créés. Maintenant, je vais faire pareil pour le mois également. Donc, nous avons le numéro du mois. Maintenant, ce qu'il faut faire, maintenant, il faut qu'on crée une colonne personnalisée pour créer même le mois. Donc, pour créer la colonne mois. Donc, pour ce faire, la formule que nous allons employer ici, c'est date to texte. Date to texte. Et on sélectionne notre date ici et on valide. Un instant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Colonne personnalisée. Mois. Date texte. Il y a le date qui se répète deux fois, juste avant le. Tu as date OK. date. Ah oui, ça. Je pense. Dans la formule, il y a date qui s'affiche deux fois. OK. Un instant, je vérifie à nouveau. Voilà, Normalement, juste nous là. devons- Tu as date to text. Regarde au niveau de la formule. OK, 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 OK. OK. Maintenant, je pense que c'est bon maintenant. Merci. Et là, mais juste que On un a pu instant. préciser le mois. Ah oui, je devrais préciser le mois. Voilà. Ici, mois. Date to text. Date. Je mettrai. OK, maintenant c'est bon. Nous allons le faire aussi pour côté trimestre également. Trimestre, là, nous allons utiliser la formule là que j'ai mise en place. D'accord, nous avons les 3T, T1, T3, T4 qui sont créés. Maintenant, je pense que c'est bon. Nous allons appliquer fermer dans Power BI pour voir aussi comment est-ce qu'il faut créer la table date dans Power BI avec le langage DAX. Maintenant, arrivé au niveau de Power BI, nous voyons que notre table là qui est créée là ici. Maintenant, pour créer au niveau de Power BI, on revient là, nouvelle table. Maintenant, pour créer la table date dans Power BI, nous allons utiliser calendar. Donc ici, je vais mettre date sous format date. Et ce serait calendar. La date de début de notre analyse, ça fait
le 1er janvier 2021. Et l'autre date, c'est le 31 décembre 2022. OK, si c'est fait, notre date, elle est créée comme ça. Nous allons changer le type de format short date. Et là, c'est bon. Maintenant, pour créer l'année, donc nous allons utiliser une nouvelle colonne. Donc, année avec le langage DAX. Nous allons utiliser la fonction hier pour utiliser l'année. Donc, nous avons l'année qui est créée. Nous allons également aussi créer le numéro de trimestre. Le numéro de trimestre. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la fonction quater. Pour trouver le numéro du trimestre. Nous allons le faire ici en ajoutant une nouvelle colonne. Maintenant, pour le mois, nous allons mettre numéro mois, créer numéro mois, créé sous le langage DAX. Donc, ça, on va utiliser la fonction month pour créer le numéro du mois. Et c'est fait. Maintenant, je pense que nous allons maintenant créer pour le mois même en ajoutant une nouvelle colonne. Donc, mois sous le langage DAX. Nous allons utiliser la fonction format. La fonction format. Format date de OK, c'est bon maintenant. Nous allons utiliser une formule. Nous allons maintenant créer pour le trimestre, nouvelle colonne. Je mettrai trimestre créé sous le langage DAX. Donc, nous allons maintenant utiliser la fonction concatenate, et je mettrai la configuration T. Maintenant, nous allons agir sur le numéro trimestre. Le numéro trimestre. Vous voudriez bien fermer votre micro, s'il vous plaît. C'est fait comme ça. La table date est créée. Voici comment est-ce qu'on procède pour créer la table date dans Power BI. Maintenant, pour des raisons d'optimisation, pour des raisons de gestion, d'optimisation des processus d'analyse, nous n'allons pas garder la table date créée dans Power BI. Nous allons supprimer ça du modèle et garder uniquement la table date créée depuis Power Query. Donc, c'était juste pour montrer comment est-ce qu'on a la possibilité de créer la table date dans Power Query et dans Power BI. Maintenant, l'étape suivante, c'est de promouvoir, c'est de revenir au niveau de la date là pour marquer cette table comme étant une table de date. Et pour ce faire, nous revenons au niveau de la vue donnée. Nous cliquons sur la table et il y a l'option outil de table marquée la table comme table de date. On active ici, on sélectionne la date et on enregistre. Maintenant, une fois que cela est fait, pourquoi on l'a fait? On l'a fait pour que Power BI puisse reconnaître qu'il s'agit d'une table de date et de lui accorder l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour faire des analyses. Maintenant, une fois que cela est fait, je pense qu'on revient au niveau des options paramètres pour désactiver l'option de la détection automatique, puisque nous avons notre table de date qui a été déjà créée. Chez moi, c'est déjà désactivé. Chez la plupart, c'est toujours activé. Et cela fait des confusions. Non seulement on a déjà la table, on a déjà créé la table date, mais Power BI, pour chaque table, crée encore des sous-tables. Donc, ce qui permet de rendre le modèle lourd. Donc, je vous prierai de revenir au niveau du chargement des données et de désactiver cette partie-là. Chez moi, c'est déjà désactivé. Maintenant, une fois que cela est fait, on revient au niveau de la table date, au niveau de la hiérarchie supérieure pour créer la hiérarchie des dates. Là, on fait un clic droit sur année, créer une hiérarchie. Une fois que c'est fait, nous allons renommer cette hiérarchie par hiérarchie
hiérarchie des dates. Maintenant, nous allons maintenant importer, faire partir de table mois et trimestre à cette hiérarchie-là en cliquant clic droit et ajouter à la hiérarchie. Il y a aussi mois qu'on peut ajouter aussi à la hiérarchie. Donc, nous voyons qu'au niveau de la hiérarchie, nous avons année, trimestre et mois. Donc, les autres, nous allons les masquer. Donc, nous allons les masquer. On peut revenir au niveau de la table ici pour masquer ces autres tables qui ne font pas partie de la hiérarchie des tables qui est créée. Donc, nous allons masquer cela. On clique sur masquer ou bien il y a des options ici pour masquer ça directement. Toujours, on fait un clic droit et on masque ces options-là. OK. Maintenant, une fois que c'est fait, nous voyons que c'est uniquement la hiérarchie qui a été créée qui se fait voir au niveau de la table date. Maintenant, on revient au niveau de la vue table. Nous voyons qu'il y a eu des sommations avec Sigma. Donc, ce que nous devons faire, il faut corriger cela. On va au niveau de l'année et on revient au niveau du résumé. Donc, on sélectionne ne pas résumer parce qu'on ne peut pas faire la somme des années, ce n'est pas possible. On revient au niveau du mois aussi, le faire pour nos trimestres aussi, de faire pour cette partie. Au niveau de l'année, je pense que c'est bon. Donc, une fois que c'est fait, nous voyons qu'au niveau de notre table, c'est uniquement la hiérarchie des dates. Je reviens ici, c'est uniquement la hiérarchie des dates qui se fait voir. Les autres, nous les avons masqués et ne figureront pas dans l'analyse que nous allons faire. Donc, une fois que c'est fait, nous allons maintenant créer notre premier graphique en utilisant la hiérarchie des dates qui a été créée. Donc, on vient au niveau de la session formation, on choisit l'ID session formation. Quand on choisit l'ID session formation, je pense qu'il y a plusieurs données. Donc, on revient au niveau de la visualisation, la colonne, pour faire un clic droit pour déterminer le nombre d'éléments distincts. Une fois que c'est fait, on peut changer le graphique sous ce format et faire appel à la hiérarchie des dates qui a été créée récemment. Donc, voici le graphique que nous obtenons de cette manipulation. Mais de cette analyse, nous voyons que ce soit pour l'année, trimestre, mois, c'est les mêmes données qui s'affichent. Et cela voudrait dire qu'il y a un problème de modélisation. Maintenant, pour ce faire, nous revenons au niveau de notre vue modèle pour voir déjà les tables qu'on peut lier entre elles. Donc, ici, oui. Sans vouloir te couper, c'est juste pour attirer ton attention qu'il nous reste peut-être à peu près 10 minutes avant de commencer à prendre les questions. OK. Voilà. D'accord. Donc, Et juste pour ici, attirer ton attention sur les questions. Donc, nous voyons déjà les relations qui sont créées automatiquement. Maintenant, nous voyons que notre table date là n'est pas liée à notre session formation. Et là, pour ce faire, nous voyons au niveau de la session formation les champs qui ont le même champ, le champ date et le champ date au niveau de la session formation. Donc, ce qu'il faut faire, il faut lier le champ date de la table date à la table session formation. Une fois que c'est fait, on enregistre et la relation, elle est créée entre les deux tables session formation et date. Et on revient au niveau de notre graphique. Et là, nous voyons que les données sont bien présentées maintenant. Maintenant, ce graphique, il y a les 3 points qu'on peut cliquer pour trier par année, mois, trimestre. Mais également aussi, nous avons la possibilité de trier par le processus croissant. Maintenant, de l'analyse de ce graphique, nous voyons que les mois ne sont pas alignés comme il le faut, janvier, février, mars. Il y a certains mois, par exemple, bien avant juillet. Pour ce faire, on revient au niveau de notre table date. On revient au niveau de notre table date. On clique sur notre mois et nous allons trier par numéro de mois. Donc, une fois que c'est fait, si nous revenons au niveau de notre table, nous voyons que tout est arrangé. Donc, janvier, mars, avril, mai, juin. Donc, il y a une logique derrière. Maintenant, après ça, nous remarquons que le mois de février ne s'affiche pas parce que les données ne sont pas renseignées pour ce mois. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour apparaître ce mois sans qu'il n'y ait pas de données pour ce mois? Ce qu'il faut faire, nous revenons au niveau de la hiérarchie des dates, au niveau de la partie visualisation, pour afficher les éléments sans données. Une fois que c'est fait,
je pense que nous avons notre graphique qui est propre et utilisé. Maintenant, par rapport au titre du graphique, nous venons au niveau de la partie visualisation, l'onglet mise en forme de notre visuel pour changer les axes et renommer tout ce qui va avec. Maintenant, je pense que c'est un peu ça. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant pour la création de notre rapport, il faut passer à la modélisation et créer les mesures au travers de cette modélisation. On revient au niveau de la vue modèle. Nous voyons que la table critères, évaluation et employé n'ont aucun lien avec les autres tables. Et il est conseillé pour des raisons de bonne pratique d'avoir un modèle unifié en schéma d'étoiles. Maintenant, si nous remarquons bien les employés, on nous avait dit que la mise à jour est faite sur 3 ans. Donc, nous n'avons pas besoin de les charger ici. Donc, on revient dans Power Query pour annuler l'activement le chargement de cette requête-là dans Power BI. Donc, on fait un clic droit et on décoche la partie activée dans Power BI. Là, dans ce cas, on déplace ça dans requête inactive et on recharge à nouveau dans Power BI. Donc, une fois dans Power BI chargé, on revient de notre modèle, notre table employée ne se figure pas. Maintenant, nous avons la table critères évaluation et évaluation formation. Donc, la table critères évaluation, je pense que nous devons les fier entre eux. Et pour ce faire, nous revenons au niveau de Power Query toujours. Nous voyons notre table critères évaluation. Notre table critères évaluation, ici, la question ici, nous pouvons renommer question par critère. Et puis, je pense que c'est bon à ce niveau. Maintenant, au niveau de l'évaluation, formation, nous avons d'abord les critères, les notes moyennes qui sont là. Maintenant, nous voyons que nos critères ici sont présentés avec une lettre Q. Donc, nous allons remplacer la valeur là en cliquant au niveau de remplacer les valeurs. Le Q là doit être remplacé par une ligne vide. Donc, ceci dans l'optique de pouvoir lier les deux tables. Maintenant, nous voyons que c'est fait. Maintenant, il faut changer le type aussi de nos critères. C'est un type décimal. Maintenant, une fois que c'est fait, nous partons directement de cette table évaluation-formation pour lier les deux tables-là. Donc, on revient dans Power BI, on ferme et on applique. Si on ferme et on applique, nous allons repartir au niveau de la vue modèle. Arrivé au niveau de la vue modèle, nous avons l'onglet critères et critères qui peuvent pas se lier aussi. Donc, on les déplace comme ça et on crée une relation entre les deux tables. Mais je pense également aussi, quand on poursuit l'analyse, nous avons la possibilité également de fusionner la table critères évaluation avec la table évaluation formation. Pour ce faire, on revient au niveau de Power Query toujours. Donc, évaluation, formation, et on clique sur combiner les requêtes, fusionner les requêtes. Maintenant, arrivé à ce niveau, nous allons faire appel à notre requête critères évaluation, sélectionner les parties critères et les fusionner. Maintenant, une fois que la fusion est faite, il y a les 3 onglets ici qui se présentent. Nous allons la partie développer et agréger. La partie développer nous permet de sélectionner, cette partie nous permet uniquement de sélectionner les colonnes que nous voulons garder. Maintenant, une fois que c'est fait, nous voyons que la partie critères se trouve déjà dans notre table évaluation formation. Donc, nous allons décocher cette partie et regarder que libérer question et la note requise et décocher cette partie et valider. Donc, une fois que cela est fait, nous revenons, nous allons fermer et appliquer. Donc, là, vous voyez que notre table critères évaluation, nous n'allons plus charger cette table-là dans Power BI. Donc, on fait un clic droit et on active son chargement dans Power BI. Et on déplace cette carte-là dans requête inactive. Et on ferme, on applique dans Power BI. Maintenant, arrivé dans Power BI, nous verrons que au niveau de la vue modèle, nous voyons notre modèle qui est unifié. Donc, voyons notre modèle qui est unifié. Donc, nous allons continuer par calculer les mesures dans cette partie-là. Maintenant, le premier indicateur qu'on a prévu calculer, c'est le coût de formation. Pour créer le coût de formation, il nous faut le nombre de participants comme multiplié par le coût par personne. Or, nous n'avons pas notre ID participant ici se trouve dans l'évaluation, la table évaluation de formation, ce qui n'est pas présent dans notre modèle ici. Donc, on revient à la vue rapport.
la transformation de données. Excuse-moi, Abdel. Oui. Oui. Monsieur Symphorien Hassan, veuillez couper votre caméra, s'il vous plaît. Non, moi, je Et vais. que tous les participants coupent leur caméra, s'il vous plaît. Attends, Monsieur Allô? Symphorien attends, je Hassan, vais appeler mon. veuillez couper votre caméra et votre micro. Allô? Non, on parlait. On parlait. Monsieur Chrétien, Ah. coupez votre micro, s'il vous plaît. Merci. OK, nous allons importer à présent notre fichier évaluation formation depuis Power Query, donc pour constituer la table participant, puisqu'il nous faut calculer l'évaluation formation. Maintenant, une fois que cette table, nous importons la table d'évaluation formation, nous allons procéder à la sélection des colonnes qui nous intéressent. Pour ce faire, on clique là-dessus et on choisit les colonnes. Donc, pour choisir les colonnes, c'est l'ID session formation et l'ID participant qui nous intéresse ici. Maintenant, on choisit les deux sections et on procède à la transformation nécessaire tout en remplissant les valeurs, en remplissant vers le bas. Et on renomme, ce ne serait plus évaluation formation, mais beaucoup participants, la table participants. Donc, une fois que c'est fait, donc, nous revenons au niveau de Power qu'on ferme et on applique au niveau de Power BI. Donc, au niveau de Power BI, vu qu'on a activé automatiquement, nous avons la table participant qui est liée à la table session formation. Maintenant, la première mesure, le premier calcul que nous pouvons faire directement, donc nous revenons au niveau de la table, au niveau de l'onglet participant pour créer notre première mesure. Donc, notre première colonne calculée, ajouter une nouvelle colonne. Donc, un instant, table participant. Maintenant, je reviens au niveau de la table session formation. Maintenant, pour créer le nombre de participants. Donc, pour créer le nombre de participants, je mettrai une nouvelle, j'ai cliqué une nouvelle table. Maintenant, NP participant, nombre de participants. Donc, nous allons utiliser la fonction countRows qui nous permet de compter le nombre de participants dans une nombre de lignes dans une colonne. countRows et nous allons utiliser countRows relate table. Nous allons utiliser la requête participant pour avoir. OK. Donc, voici le nombre de participants. Ici, nous allons changer de format. Short dates. Donc, voici le nombre de participants qui est créé depuis Power BI. Maintenant, pour créer le coût de formation, nous allons ajouter une nouvelle colonne. Donc, nouvelle colonne pour formation. Donc, ce serait pour formation, nous allons s'appeler le nombre de participants multiplié par personne. Donc, par personne, session de formation ou par personne. Donc, ça, c'est le coût de formation. Ça, c'est la première mesure que nous avons prévu de calculer. La seconde mesure, c'est de calculer le temps de formation. Toujours sur la table session formation, nous allons cliquer sur une nouvelle colonne. Maintenant, temps de formation égale, nous allons prendre la durée multipliée par le nombre de participants. Donc, la durée, nous avons la durée ici, comme multiplié par le nombre de participants. Le nombre de participants. La durée multipliée par le nombre de participants. Et nous avons le temps de formation. Maintenant, il nous faut également réaliser le nombre de formations, calculer le nombre de formations réalisées. Et pour ce faire, nous allons, ce serait une mesure, cette fois-ci, au niveau de la table session formation, nouvelle mesure. Donc, nouvelle mesure, nous allons créer le nombre de formations réalisées. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la fonction countRows. Session de formation pour déterminer le nombre de formations réalisées. Maintenant, une fois que c'est fait, on revient au niveau de la vue rapport, on ajoute une colonne, une nouvelle page pour visualiser cela. Nombre de formations réalisées.
nombre de formations réalisées. Donc, voici 102 formations sont réalisées. Donc, cet indicateur, par exemple, peut être visionné autrement. Donc, on peut choisir la plage là et peut-être faire appel aussi à la hiérarchie pour voir quel est le nombre de formations réalisées par année, par trimestre. Maintenant, ce qu'il faut aussi préciser, nous avons la possibilité aussi de filtrer, de faire les drill drones pour avoir une idée des indicateurs. Maintenant, l'indicateur suivant que nous allons calculer, c'est le nombre d'employés qui ont été formés. Vous voyez, donc le nombre d'employés formés. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la table participant. Participant pour créer le nombre d'employés formés. Donc, on vient au niveau de la table participant, nouvelle mesure pour créer le nombre d'employés NB, nombre d'employés formés. Donc, nous allons utiliser la formule distinct count de la table ID participant, de la table participant, de la table ID participant pour déterminer le nombre d'employés formés. Maintenant, on revient de notre vue rapport pour visualiser cela. Donc, participation, nombre d'employés formés, on a ça. Nous avons 480 employés qui ont été formés. Maintenant, l'autre indicateur, si le temps nous permet, donc c'est de calculer également le nombre d'employés formés, c'est ce que nous venons de faire. Maintenant, c'est le coût total de formation. Donc, alors, si je peux continuer un peu. On te donne encore 5 minutes parce qu'on va aller plus loin, mais il y aura la reprise tout à l'heure. Donc, peut-être dans 5 minutes d'accord. de temps. On va passer aux questions-réponses. D'accord. Donc, nous allons calculer le coût total de formation. Donc, notre coût total de formation, là, dans ce cas, on revient au niveau de la table session formation, table session formation. Nous avons déjà le coût de formation qui est là. Donc, il nous faut une nouvelle mesure pour calculer le coût total de formation. Donc, coût total de formation. Donc, ça fera la somme de coût de formation. Donc, le coût de formation, c'est ça qui est là en termes. Donc, on revient au niveau de la vue rapport pour visualiser cela. Maintenant, session formation, coût total de formation. Donc, le coût total de formation, ça fait 123,91 millions. Maintenant, pour mettre à jour cela, donc vous revenez au niveau de la mesure et vous cliquez sur le chiffre après la virgule. Et là, nous avons 124 millions qui a été alloué pour la formation. Maintenant, cet indicateur, nous pouvons la présenter autrement en changeant les visualisations. On peut revenir au niveau de cette table et choisir les années pour voir quel est le coût total que l'organisation a supporté par année pour renforcer la capacité de ses employés. Donc, comme je n'ai pas assez de temps, je vais m'arrêter là. Mais ce qu'il faut aussi préciser, avec ces données, on avait la possibilité de calculer l'investissement moyen en formation, le nombre d'employés formés, l'évolution des catégoriser les types de formation par année et par type de formation, les soft skills, les hard skills, et puis faire des analyses progressives pour voir quel est le coût que l'entreprise est censée déployer sur un trimestre, sur un mois, pour former tel nombre d'employés et faire des analyses croisées. Donc, je pense que c'est un peu ce que nous avons prévu présenter depuis l'importation des données, la préparation des nettoyages, la modélisation, jusqu'à ce qu'on ait quelques indicateurs calculés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdel, pour la présentation. J'avoue, on a bien envie de continuer de rester encore 30 minutes de temps pour voir tout ce que tu as prévu pour nous. Mais comme on a dit, il y a la réponse tout à l'heure, on va devoir. Merci encore, j'espère que vous avez apprécié la session. Comme on a dit à l'entame, on va permettre donc
comment dire, on va donc ouvrir le floor pour les questions. Il y avait déjà quelques questions dans le chat. Donc, si vous avez des questions, levez juste la main et puis, en fonction de l'ordre, on va vous donner la parole. Je vais peut-être rapidement lire la première question qu'il y avait dans le chat en attendant que les personnes se manifestent. Il y avait dans le chat une question de Vivien Capri, qui disait: quand on commence à utiliser Power BI, quelles sont les erreurs les plus courantes à éviter pour ne pas fausser ces analyses ou ces rapports? Il demande également: est-il possible d'intégrer Power BI avec des plateformes de collecte de données comme Kobo Collect, Server Solution ou Server CTO afin de visualiser en temps réel l'évolution des enquêtes sur le terrain? Et si oui, quelles sont les meilleures pratiques? Ok, d'abord, la première question par rapport à ce qu'il faut faire pour intégrer, pour passer dans Power BI, c'est ça? Oui, bien sûr, les erreurs courantes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement d'avoir des erreurs dans Power BI et s'assurer que les analyses qu'on fait dans Power BI sont exactes? Donc, je pense que la réponse, elle est très C'est une simple de mon bonne point de pratique, quoi. vue. Donc, c'est les bonnes pratiques. D'abord, il faut bien prendre le temps de nettoyer les données et tout se fait dans Power Query. Donc, on nettoie les données, mais bien avant qu'on en arrive à la transformation, il faudrait qu'on ait en tête l'objectif de l'analyse que nous voulons faire, quels sont les indicateurs que nous voulons euh, avoir dans notre rapport en faisant cette transformation. Déjà, ça nous donne une vue des parties qu'il faut éliminer dans les colonnes qui vont faire que le modèle va puiser. Mais également aussi, il faut qu'on ait en tête l'ensemble de ces indicateurs. Une fois qu'on a les indicateurs, ça nous oriente sur les types de transformations qu'il faut apporter aux tables dans Power Query. Maintenant, également, c'est de vérifier également, comme je l'ai présenté, les tables les requêtes qui sont actives et celles qui ne sont pas actives pour que nous ne chargions pas tout l'ensemble de ces requêtes-là Power BI. Puisque une fois qu'on charge l'ensemble de ces requêtes dans Power BI, il y en aura des doublons. Et là, l'analyse sera fausse. Donc, déjà, c'est ce que je peux dire. Maintenant, par rapport à la deuxième question, je pense qu'il y a cette possibilité de connecter Power BI à d'autres sources comme Kobo Collect, Server Solution, parce que Power BI nous donne la possibilité d'extraire, d'importer les données de plus de 300 sources de données. Donc, je pense que c'est possible. Maintenant, par rapport à l'option, je vais en revenir peut-être bien le baromètre pourrait à l'avenir organiser des sessions de formation pour l'intégration aussi via d'autres outils. Sinon, c'est possible. Merci beaucoup. Merci, Abdel. Il y a Chorpa et Ibrahim qui ont levé la main. Je vais donner d'abord la parole à Chorpa. Chorpa Wakute. Bonsoir. Oui, Bonsoir à Bonsoir, monsieur bonsoir. vous. Abdal. Monsieur Abdal, bonsoir, monsieur Kayode. Bon, je vous Bonsoir. remercie. Cette formation était très, elle est tellement intéressante. Malheureusement, elle a pris fin. Donc, moi, ma préoccupation, c'est, je voulais demander à monsieur Afzal de nous laisser une petite documentation. Je crois que sa feuille de route n'a pas été épuisée, qu'il a encore d'autres notions à nous donner. S'il pouvait nous donner la documentation pour que nous puissions nous exercer pour approfondir notre connaissance. Mais aussi, j'aimerais que M. Afdal nous laisse son contact pour que nous puissions lui poser certaines questions que nous aurions eues comme point d'homme, quoi. Je vous remercie. Ok, merci. Bon, pour la question du contact, je pense qu'il serait judicieux de contacter directement le D'accord. baromètre. Merci pour votre Pour intervention. avoir. Par rapport à la Tu réponds même aux questions ou oui, par rapport à sa question, il y a une documentation que je peux laisser la base de données, mais également aussi, au début, je n'ai pas aussi expliqué la structuration de la base de données. C'est ce que je vais profiter de faire. Vous voyez, quand vous prenez la base de données, ça donne un aperçu de l'ensemble des tables que nous allons utiliser, les champs et puis la description
de chaque partie. Donc, le reste, je vais, sous l'autorisation du baromètre, les mettre à disposition des participants. Donc, mais de toutes les façons, c'est le baromètre qui le partagera avec vous. Sinon, ce n'est pas un souci, ça va se faire. Également aussi, j'ai prévu partager, si vous le permettez, la liste des fonctions essentielles qu'il faut vraiment maîtriser si nous voulons vraiment comprendre les potentialités de cet outil-là. Donc, les fonctions essentielles qu'il faut vraiment maîtriser pour passer très vite sur Power BI. Donc, ce serait aussi mis à disposition au niveau du fichier baromètre qui s'en chargera de les partager. Merci beaucoup. Il y a Ibrahim aussi qui a la main levée. Monsieur Ibrahim. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Vous me recevez? Très bien, on vous reçoit. Ok, merci. Donc, j'ai deux préoccupations. La première, c'est que sur Power BI, est-ce qu'on a possibilité d'exporter les graphiques? Parce que souvent, oui, d'accord. Parce que souvent, on aura besoin pour faire des rapports sur Word. Est-ce qu'on peut exporter les graphiques de Power BI sur Word? Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir un type de graphique 4, mais non avec lequel on peut présenter les coordonnées GPS lors des enquêtes. Maintenant, je me demande, est-ce qu'après la conception de la carte, là-bas, on a possibilité de présenter les légendes, les échelles, comme on le fait avec le logiciel QGIS. D'accord, merci beaucoup. Oui, par rapport à la première question, je pense un instant, par rapport à la première question, je pense qu'il y a cette possibilité, cette fonctionnalité très utile, et il y a cette possibilité d'importer un visuel, un graphique dans Power BI, puisque nous allons utiliser la fonction PNG dans ce cas pour importer. Donc, ça, c'est la fonction importer ça. Maintenant, pour exporter, donc c'est depuis Power BI Service, après avoir publié le rapport, on peut exporter l'intégralité du rapport sous différents formats. Ça peut être PDF, ça peut être PowerPoint, ça peut être sous format graphique. Pour tout ce qui est pratique, quoi, pour partager cette version avec d'autres personnes. Maintenant, par rapport à la deuxième question, je pense que déjà, nous avons la possibilité de faire la mise à jour des légendes et tout ce qui va avec la partie visualisation de Power BI. Si nous voyons dans Power BI, nous avons la partie données, où nous avons les tables de données, la partie visualisation, où nous pouvons faire des modifications, renommer, choisir les graphiques. Donc, avec cette partie, nous avons la possibilité aussi de faire les légendes comme vous le souhaitez. C'est possible de le faire aussi. Ok, merci beaucoup, Abdel, pour la réponse. Je pense, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on pourra conclure. Je ne vois que de main levée. Armand Besson, je pense qu'on va prendre, c'est la dernière question qu'on va prendre. Armand Besson, vous avez la parole. Ok, merci. Je vous dis un sincère merci pour l'opportunité que vous nous donnez. J'ai, disons, trois questions. Une question un peu bête aussi à la fin, peut-être. La première, c'est de savoir comment on peut faire pour avoir l'intégralité du logiciel, c'est-à-dire avec l'utilisation de tous les paramètres, en fait, sans, disons, sans fermeture ou bien sans limitation. La deuxième question, c'est dans la présentation, on a aperçu qu'on pouvait importer les fichiers sous plusieurs formats, y compris même PDF. Mais est-ce que c'est possible, si éventuellement j'ai peut-être des données dans Word, est-ce que c'est possible de faire des importations sous ce format? Et la troisième question, tantôt on parle de Power Query, on parle de Power BI. Est-ce que c'est des logiciels qui sont à part ou bien c'est l'un intégré dans l'autre? Et de façon, disons, un peu ramassée, est-ce que nous pouvons dire qu'il y a une différence entre les deux? Merci beaucoup. Merci. Abdel, tu réponds en même temps? Oui, je vais répondre. La première, tu peux me rappeler la première question, s'il te plaît?
Oui, la première question, je demandais, est-ce que c'est, enfin, par quel moyen on peut avoir le logiciel dans sa version intégrale sans être se heurter à des limitations et tout? Oui, je pense que Power BI donc, est open source. Hein. Donc, Power BI surtout desktop, donc ce logiciel est open source. Donc, vous avez la possibilité de vous diriger au niveau de Microsoft Office, Microsoft pour télécharger et l'installer facilement. Maintenant, c'est par rapport à Power BI Service. Là, il faut euh, vous connecter, il faut vous inscrire pour avoir les services de Power BI Service parce que avec Power BI Service, nous avons la possibilité de partager nos rapports via Power BI Mobile et Power BI Service à d'autres personnes. Mais avec Power BI Desktop, on est limité parce que on ne s'est pas enregistré, on ne s'est pas inscrit pour avoir différentes fonctionnalités et c'est payant. Donc, je pense que pour les analyses, avoir un rapport, oui, Power BI Desktop, c'est open source. Maintenant, Power BI Service et tout ça là, je pense que c'est payant. Il faut payer, il faut souscrire au niveau de Microsoft pour avoir ces détails. Maintenant, la deuxième question portant sur la possibilité d'importer les fichiers sous Word. Oui, c'est possible et on l'a fait même aujourd'hui avec le premier fichier qui porte sur la liste d'informateurs du fichier sous format texte. Donc, cela veut dire qu'on a la possibilité d'importer aussi le fichier Excel, les données dans un fichier Excel, comme on l'a fait aussi dans PDF. Maintenant, la troisième question, c'est de voir quelle est la différence entre Power Query et Power BI. Donc, il faut aussi dire que quand on ouvre Power BI, nous avons la possibilité d'accéder à Power Query. Donc, c'est un outil ETL, Extract, Transform, Load, qui permet qui fait partie de la suite Power BI et qu'on retrouve aussi dans Excel. Ça, c'est ce qu'il faut préciser. Donc, Power Query, c'est un outil de préparation des données. Ça nous permet de nettoyer, de transformer, combiner, de faire des recherches des données des sources pour qu'elles soient prêtes à être analysées. Donc, comparativement à Power BI, je dirais que Power BI prend effet à partir de la modélisation, la visualisation et le partage des données. Sinon, Power Query aussi est intégré avec Excel. Donc, c'est la différence que je peux faire. Et puis, avec Power BI, il prend des données déjà préparées par Power Query et permet de les lier. Et on peut ajouter des calculs aussi DAX. Donc, les calculs que je viens de présenter et de créer des graphiques, des tableaux de bord et de les partager. Ce qui n'est pas possible avec Power Query. Power Query, c'est un outil vraiment purement de transformation, de nettoyage de données. On peut directement ne pas passer par Power BI pour accéder à Power Query. Directement avec Excel, on peut le faire aussi. Avec Power BI aussi, on a la possibilité de le faire. Donc, c'est ce que je pourrais préciser. Sinon, il y a une différence, mais c'est un outil qui est intégré à ces deux outils dont je t'ai parlé. Ok, merci beaucoup, Abdel. Merci, je pense. Si la question n'est pas longue, il y a Fatou Diak qui a levé sa main en dernière position. Après sa question, on pourra conclure. Fatou Diak, la main est toujours levée. Oui. Bonjour tout le monde. Et je commencerai d'abord par remercier donc toutes les personnes impliquées dans cette initiative. J'avais une question dans le chat, j'ai demandé comment est-ce qu'on doit présenter les bases de données pour que ça soit valide pour être exporté donc dans Power BI. Je pense également qu'il y a d'autres interpellations dans le chat, si c'est possible de les parcourir et d'apporter des éléments de réponse. Apparemment, il reste quelques minutes. Merci. OK, la question, c'est de savoir comment présenter les bases de données pour être exportées dans Power BI. Donc, d'abord, nous savons que pour préparer nos bases de données, il faut, c'est-à-dire facilement dans Power BI, donc c'est de les rendre structurés et propres. Et Power BI c'est ce pourquoi il y a Power Query qui est intégré pour lire les données et procéder à des transformations. Maintenant, ce qu'il faut faire, ce que nous, en tant que praticiens, ce que nous faisons, donc il faut mettre ça sous forme tableau plat.
Donc, il faut que cette table doit être organisée en ligne et en colonne claire comme un tableau simple. Donc, une seule ligne par enregistrement. Donc, cela veut dire qu'on a une ligne par intervention, une ligne par agent, une ligne par dépense, par exemple. Maintenant, il faut non seulement de les mettre sous forme de tableau propre, plat, il faut également aussi que ce soit un type d'information, que ce soit dans entité, par exemple, il faut séparer les données. Donc, par exemple, un fichier ou une feuille Excel, par exemple, pour la liste des interventions, un autre pour le suivi budgétaire, un autre, dans notre cas, nous avons pris un fichier uniquement pour la liste des employés, un fichier uniquement pour l'information interne, un fichier pour l'information externe. Maintenant, les bonnes pratiques recommandent d'être beaucoup plus clair sur les entêtes, puisque la première ligne de chaque tableau doit contenir les noms des colonnes, ça peut être des dates, ça peut être des montants, ça peut être des régions, les types d'activités, la désagrégation qui a été faite derrière. Donc, chaque nom doit être unique dans un tableau pour que Power Query puisse les lire lors de l'importation plutôt. Maintenant, ce qui est beaucoup plus conseillé, c'est de renseigner une seule information par cellule. On peut éviter de mettre plusieurs. Veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Donc, ce que je disais, c'est de mettre une seule information par cellule. Donc, ça veut dire qu'on évite de mettre plusieurs informations dans la même cellule. Par exemple, si nous voulons mettre type de formation interne, externe, on ne devrait pas voir interne, externe dans la même cellule parce que Power Query ne peut pas lire. Même s'il arrivait à lire, il ne sait pas si c'est interne ou externe qu'il faut prendre. Maintenant, il y a aussi les formats de données qu'il faut aussi considérer. Et puis, les identifiants des agents, les personnes bénéficiaires de nos actions, il faut qu'on arrive à mieux structurer les identifiants. Et c'est un peu ce que je pourrais dire pour permettre d'exporter les données là dans Power BI. Ok, merci beaucoup Avdal, merci beaucoup pour les réponses et merci encore à tous ceux qui se sont connectés. Nous sommes vraiment désolés, on ne pourra pas parcourir toutes les questions du chat à cause de la durée, à cause du temps qui nous a été assigné. Mais comme Abdel l'a dit, il y aura un retour du baromètre par rapport à l'enregistrement de la session et par rapport à toute documentation qu'on pourra partager également avec vous. Donc, je pense nous sommes à la fin de la session. Encore une fois, merci à vous tous pour le temps que vous nous avez consacré. Merci à Afdal et merci au baromètre.